commencer cette table ronde donc, sur le département économe des deniers publics. Le titre est évidemment un peu à rebours de ce que l'on dit habituellement. Est-ce que les départements, messieurs, ne sont pas victimes d'une fausse perspective, puisqu'on dit les dépenses des départements dérapent, mais ce sont les dépenses sociales qui sont à la hausse pour les raisons que nous avons évoquées dans les tables rondes précédentes, c'est-à-dire cette déchirure économique et sociale du département. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de perspective? Est-ce qu'il n'y a pas plus de coûts dans les nouvelles structures, les nouvelles intercommunalités, etc., qui ont suscité beaucoup de dépenses que dans nos bons vieux conseils généraux? Autrement dit, comme j'ai l'habitude de le dire, dans le millefeuille territorial, le problème, ce n'est pas tellement les feuilles, c'est plutôt l'épaisseur de la crème. Qui veut commencer à traiter ce sujet de pâtisserie? Nicolas Bavray. Non, on est aux ordres du président donc, et du préfet Monzani. Donc, bien, pour repartir sur le sujet du département, je crois que la discussion qu'on a aujourd'hui doit quand même être un peu resituée dans des évolutions qui sont plus larges. Donc, cette discussion, elle s'inscrit finalement au croisement de deux grands types d'évolutions. D'abord, on a la mondialisation qui se traduit par la métropolisation. Ça, c'est un premier facteur d'étirement du territoire. Aujourd'hui, les 10 premières métropoles en France font 76% du PIB. Et c'est vrai que quand on regarde la manière dont se construit la mondialisation, c'est plus la ville-monde de Braudel qui circule entre Séville, Venise, Amsterdam et ensuite Londres ou New York, mais c'est un réseau aujourd'hui de villes. Et un des problèmes français, c'est de savoir si Paris peut figurer parmi ces villes, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui, au milieu de Los Angeles, de San Francisco, de New York, Londres, sans doute Berlin, mais aussi Shanghai, Lagos, Istanbul et les autres. Le deuxième élément, c'est la révolution numérique, parce qu'elle étire les revenus, les emplois, mais aussi les territoires. Donc ça, ce sont des grandes évolutions macroéconomiques, mais qui sont extrêmement fortes et qui créent de la divergence. Et puis de l'autre, il y a la situation de notre pays, qui est maintenant passé du déclin relatif au déclin absolu. Croissance zéro. Je rappelle que le PIB par habitant, c'est 6% en dessous de ce que c'est en moyenne dans le monde développé. Le niveau de vie baisse maintenant de 1% par an. Le chômage augmente, et évidemment. Nous avons un déficit structurel qu'on n'arrive pas à ramener en dessous de 4% du PIB et une dette qui va être à 100% du PIB en 2015. Donc, c'est le croisement de ces deux évolutions qui font qu'on se pose la question de la réforme de la carte territoriale et de l'organisation administrative de la France. Et de ce point de vue-là, je pense que, de fait, il n'y a pas d'alternative à réfléchir à cette carte et à cette réforme territoriale. Pourquoi? Parce que, quel que soit vous voyez qu'on insiste beaucoup, et on a raison, je vais y revenir, sur la partie financière, la dépense. Et c'est évidemment un vrai problème. Comment peut-on expliquer que pour 66 millions de Français, on ait 180 milliards d'euros de dépenses de plus que l'Allemagne et 500 000 fonctionnaires de plus que l'Allemagne, qui, elle, a donc 82 millions d'habitants et qui est un pays dont aujourd'hui les performances économiques sont bien meilleures, avec des services à la population dont la qualité est également meilleure. Donc il y a la dimension financière, mais il y a aussi la dimension économique, parce que chacun sait qu'aujourd'hui, on ne fait pas d'économie compétitive sans implication des territoires. Et donc, il est bien clair que cette dimension-là, qui a d'ailleurs été rappelée à propos de l'Aveyron, elle est absolument déterminante. Donc on ne peut pas trouver de solution aux problèmes économiques français comme aux problèmes financiers de l'État sans réfléchir à l'État, évidemment aux collectivités territoriales et puis enfin à la protection sociale. Et du côté des collectivités, c'est vrai qu'on a quand même une vraie question puisque les dépenses ont augmenté de 60 milliards en 20 ans, les effectifs de 75% depuis 1990. Alors, pour autant, est-ce que cette question-là doit se résumer à celle du département et à sa suppression? C'est le troisième point de la démonstration. Je crois qu'il faut bien y réfléchir et que ça n'a rien d'évident. Je reviendrai sur ce que vient de dire à l'instant Tristan Lecoq.
Dans les grandes lois qu'il a évoquées, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que si vous regardez la carte de la Révolution ou les grandes lois de la Troisième République, non seulement le Parlement, mais tous ceux qui s'intéressaient à ces questions ont débattu au minimum 2 ans, voire plus, avant d'arriver aux solutions. Et quand on parle de la durée de ces grandes lois de la Troisième République, pourquoi elles ont survécu? C'est que quand la Troisième République a réfléchi aux associations, à la séparation de l'Église et de l'État, et Dieu sait que c'était pourtant dans un contexte tendu, aux universités ou aux collectivités territoriales, on l'a fait à chaque fois avec un travail de réflexion, un travail parlementaire considérable. On n'a pas décidé en une après-midi de redessiner une carte des régions. Si vous regardez tous les travaux préparatoires à la carte des départements, ça a été un travail absolument considérable. Or, aujourd'hui, finalement, si on en revient à cette question qui est la bonne, c'est-à-dire comment réformer l'organisation territoriale et pas comment supprimer le département, il faut finalement, quand on regarde ce qui a été fait à l'étranger, par exemple par les Allemands, puisque ça fait partie de l'agenda 2010, mais pas seulement, puisque tous les grands pays l'ont fait, l'Italie, l'Espagne ou autres, il faut 4 conditions. D'abord, comme il a été dit, il faut réfléchir aux compétences des uns et des autres. Les services de proximité, c'est une vraie question. Donc, c'est très bien de supprimer le département. J'allais dire, c'est un peu comme en Irak ou en Libye, on peut chasser les gouvernements, ça on sait faire, mais si on n'a pas réfléchi à ce qui se passe après, généralement on ne se trouve pas très bien. Et donc la question est la suivante, si on supprime le département, très bien, mais qui s'occupe de la proximité? Est-ce que ce sont des super-communes? Si oui, lesquelles? Comment ça se passe? Deuxièmement, pour la dépense, on parle évidemment de la dépense quantitative. Et compte tenu de la situation financière de notre pays, c'est fondamental et on doit le faire. Mais il y a aussi la qualité des dépenses. Et chacun est bien d'accord sur le fait que, Mendes France le disait, à juste titre, il faut basculer en même temps la dépense improductive vers des usages productifs. Et dans ce que font les départements, il y a évidemment des usages productifs. Et parmi l'usage productif, je rappelle qu'il y a 15 milliards d'euros d'investissement public. Si on fait les choses comme elles sont engagées, il est très clair que la mécanique du système fait qu'on va faire exactement l'inverse de ce qu'on doit faire. On va couper ces investissements pour les basculer sur de la dépense sociale supplémentaire qui, en réalité, détruira encore un peu plus de la production, de l'emploi marchand et de la croissance potentielle. Troisième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un pacte financier. Partout, dans tous les pays qui ont réussi à modifier les cartes administratives, ça a été précédé d'un vrai travail politique pour essayer d'obtenir un consensus entre les grandes forces. C'est normal, il y a toujours une majorité et une opposition. Les collectivités, comme fort heureusement dans des démocraties, c'est le pluralisme, ça doit changer et il y a des alternances qui doivent se faire. Donc sur des dossiers qui sont aussi structurants, on ne peut pas faire ça de manière contournée. On ne peut pas faire ça en essayant de biaiser la Constitution. On doit faire ça avec un consensus politique et en assumant le fait d'avoir une majorité qui permet, le cas échéant, de réviser la Constitution, ce qui m'apparaît indispensable en l'occurrence. Et donc, la dernière condition pour pouvoir faire ça, c'est que, bien évidemment, il faut une légitimité politique forte et il faut avoir un mandat des citoyens et la légitimité pour conduire ces réformes qui doivent par ailleurs s'inscrire dans un schéma d'ensemble. Aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie dans notre pays. Et c'est pour ça, et c'est la dernière chose, que vous voyez bien que ce qui découle de tout ça, c'est que cette réforme territoriale qui est fondamentale, et moi, après tout, qu'on envisage la suppression du département, pourquoi pas, c'est normal que ce soit un scénario, mais pour le faire, il faut remettre les choses d'aplomb, c'est-à-dire, premièrement, inscrire ceci dans une stratégie globale de réforme de l'État. Prenez par exemple 2 éléments fondamentaux dans les dépenses, qui sont l'aide sociale et la fonction publique. Comment peut-on réfléchir au rôle du département là-dedans si on n'a pas une politique pensée, réfléchie, de reprise en main et de remise sous contrôle des dépenses sociales d'un côté, si on n'a pas une stratégie vis-à-vis de la fonction publique. Or,
ça suppose évidemment que l'État soit impliqué dans ces décisions. C'est vrai qu'on peut toujours critiquer les départements pour leurs dépenses sociales et pour l'APA et le RSA, sauf que ce n'est pas eux qui décident des règles à appliquer et que finalement, ils ne sont là-dedans que des espèces de caissiers qui n'ont pas la main en réalité sur les dépenses. Donc c'est pour ça que ceci doit être intégré dans une politique globale de redressement de notre pays, qui passe évidemment par un pacte sur la production, qui passe par un pacte social avec une remise en cause notamment du statut de la fonction publique, des 35 heures et du marché du travail, et dans un grand effort de remise en ordre de la dépense publique, où cette dépense publique, évidemment la dépense publique locale, mais en lien avec les deux autres dimensions, la dimension de l'État et la dimension sociale, puisque sur les 1185 milliards d'euros de dépenses publiques, vous avez 630 milliards de dépenses sociales. Donc, c'est par ça que je voudrais bien insister. Et vous voyez que, en prenant une fois de plus le problème par le mauvais bout, c'est-à-dire l'angle de la structure, sans avoir réfléchi ni à ce à quoi servent l'État et les collectivités, ni quelles sont leurs missions, et en passant directement à des problèmes de structure et de dépenses, on se met une nouvelle fois, on programme un nouvel échec de ces réformes et on accroît de l'incertitude à un moment donné où notre pays est non seulement dans une grande crise économique et sociale, mais maintenant dans une crise politique nationale absolument majeure. Merci beaucoup. On peut regretter, mon cher Nicolas, on ne peut que regretter, mon cher Nicolas, que contrairement à vous, mesdames et messieurs, le gouvernement ni ne lit ni n'écoute Nicolas Bavray. Alain Lambert. Alors, Pierre Monzani nous invite à réfléchir sur la question de savoir si le département est économe des deniers publics. Et Nicolas nous dit qu'il faudrait regarder l'ensemble de l'action publique, et je partage les deux points de vue. Je pense que pour arriver à résoudre ces questions, il faudrait d'abord que nous puissions disposer d'une information financière qui soit fiable. Or, je dois dire actuellement qu'elle est abondante, mais qu'elle est extrêmement insuffisante. D'abord, nous refusons dans notre pays avoir des comptes consolidés, ce qui veut dire qu'on présente séparément les comptes de l'État, séparément les comptes de la sécurité sociale, séparément les comptes des collectivités territoriales. Il y a des mouvements entre ces trois sous-secteurs qui sont colossaux et le jeu consiste aujourd'hui, lorsqu'une dépense gêne un sous-secteur qui peut s'appeler l'État, eh bien, ma foi, d'envoyer la dépense dans un autre sous-secteur qui s'appelle les collectivités territoriales. On pense avoir fait des économies au niveau des comptes à pu. Naturellement, l'opération n'est pas seulement neutre, elle est catastrophique parce que dans ce cas-là, généralement, on a séparé le prescripteur du payeur. Si je reviens sur ce sujet, c'est parce que c'est capital. Il n'existe pas, mais de ce point de vue-là, le témoignage de Michel Klopfer sera essentiel, il n'existe pas, à ma connaissance, d'informations financières qui soient interopérable entre celle qui est fournie par la DGFiP, celle qui est fournie par la DGCL et celle qui est fournie par les grands cabinets spécialisés dont pourra nous parler Michel Klopfer. Parce que lorsque nous essayons d'extraire des documents et retraiter ces informations financières, nous nous apercevons qu'au cours des années qui viennent de s'écouler, l'échelon territorial qui était le plus économe et l'échelon territorial départemental. Alors aussi, soyons sincères, il l'a fait probablement par vertu, espérons-le, mais il l'a fait aussi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et en conséquence, il faut essayer de regarder comment les choses se sont passées. Historiquement, les compétences sociales ont été transférées au département et la prescription est restée entre les mains de l'État, voire aussi un peu des régimes de protection sociale qui renvoient la facture de temps en temps très discrètement. Et ces dépenses ne sont pas maîtrisées puisqu'elles ne s'imputent pas dans les comptes de ceux qui les prescrivent. Et donc, elles sont d'une évolution incroyablement forte, entre 3 et 4% par an. Lorsque vous regardez au sein de comptes de conseils généraux,
Moi, dans mon département, je parle sous le contrôle des autres présidents, nous avons fait 3 catégories. La catégorie des dépenses obligatoires, la catégorie des dépenses obligatoires mais un peu modulables parce que le droit nous permet de les moduler un peu, et les dépenses qui sont discrétionnaires, mais qui ne sont pas des dépenses de confort. Parce que l'eau, l'assainissement, ce sont des dépenses de confort. Bon, elles sont dans les dépenses discrétionnaires. Qu'en est-il ? Les dépenses obligatoires croissent de 3 à 4% par an. Les dépenses obligatoires mais modulables croissent au maximum à d'1% par an. Et les dépenses dites discrétionnaires, donc j'appelle qu'il peut s'agir de l'eau et de l'assainissement, baissent de 3%. Alors vous allez dire, tout ça pourrait s'équilibrer, mais pas du tout. Parce que dans la réalité, les dépenses obligatoires sont une masse colossale par rapport aux dépenses discrétionnaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, il s'agit de la Chambre régionale des comptes, elle regarde la classification que je fais, et elle dit, mais les dépenses discrétionnaires, c'est 7% de l'ensemble de vos flux financiers. Comment voulez-vous, même avec des capacités de gestionnaire exceptionnelles, arriver à compenser avec une masse de 7% la dérivée des 93 autres pourcents si elles avancent à tombeau ouvert à une vitesse de plus de 3% par an? Alors si j'insiste sur ce point, c'est parce que je pense qu'on ne défendra pas les départements exclusivement en disant ils sont là depuis toujours et il n'y a pas de raison de les changer. Dans la réalité, ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent atteindre une performance maximale. Et moi, je pense, à travers ce qui a été dit dans les tables rondes qui ont précédé, qu'en effet, tous les éléments ont apporté beaucoup d'informations sur le fait qu'ils sont, à mon avis, irremplaçables. C'est un échelon absolument irremplaçable. Mais en plus de ça, ça doit faire, dans le cadre de ce que Nicolas appelait de ses voeux, c'est-à-dire une action publique performante, ça doit faire un échelon performant. Il ne s'agit pas d'en faire un échelon qui apparaîtrait désuet aux yeux des Français et pas du tout efficace au motif qu'il ne trouverait pas sa place entre un monde qui se métropolise et un espace rural qui se dévitalise. Dans la réalité, il est extrêmement efficace, à mes yeux, parce qu'il est à la bonne distance entre, en effet, des entités régionales fusionnées aujourd'hui qui ont vocation de partir à la conquête économique du monde vers l'extérieur et des collectivités communales et intercommunales dont la taille n'est pas, quoi qu'on en dise, sauf dans très très grandes métropoles, de nature à pouvoir être l'interlocuteur naturel de l'organisation déconcentrée de l'État, qui est celle des préfets et des autorités préfectorales ou des organisations sociales. Pourquoi pouvons-nous être beaucoup plus performants que nous le sommes aujourd'hui? Mais c'est parce qu'il faut alléger le droit. Je reste dans les sujets financiers, mais expliquez-moi pourquoi je ne peux pas mutualiser sans prendre un risque devant le tribunal administratif, sans prendre un risque devant la Chambre régionale des comptes, de mutualiser une restauration scolaire d'une école maternelle, d'une école primaire et d'un collège. On va dire, ah mais attendez, ça ne pose aucun problème entre la commune et l'intercommunalité, parce que, d'ailleurs, après que le Sénat se soit battu beaucoup sur ce sujet, il a obtenu la possibilité de le faire. Aujourd'hui, il ne le peut toujours pas s'il respecte les textes. Donc, mes chers collègues et mes chers amis, moi, il me semble que ce dont nous avons besoin pour permettre à l'échelon départemental d'être l'un des échelons les plus performants dans l'action publique, précisément parce qu'il est à l'articulation entre des entités plus grandes et des entités plus petites, c'est d'instaurer une liberté conventionnelle dès lors qu'on est entre personnes publiques, entre le département, l'intercommunalité ou la commune, le département et la région. Et je dois dire que lorsque nous avons une liberté conventionnelle, et le préfet est toujours là pour voir d'ailleurs si nous ne violons pas les droits, les grands principes de liberté publique et autres, alors nous pourrons faire des gains d'efficience très très importants. Car aujourd'hui, ce sont ces contraintes juridiques qui nous empêchent de pouvoir réaliser les économies que nous pourrions faire. Je vois par exemple le cas des syndicats intercommunaux, dont on se plaint
qu'il s'en crée encore. Mais il faut savoir que ce sont les services de contrôle de légalité qui les demandent. Dès lors qu'il y a des collectivités territoriales qui réalisent un projet entre elles, le contrôle de légalité et le sous-préfet du coin va dire « mais attendez, il faut absolument que vous constituiez un syndicat intercommunal. Alors vous allez immédiatement y mettre un président, pourquoi pas des indemnités, de moins en moins, je le reconnais, mais il en a existé. Et donc nous nous retrouvons dans cette situation. Je terminerai en disant que la nouvelle gouvernance financière qu'il faut absolument mettre en place pour pouvoir réaliser l'objectif que Nicolas nous invitait à réaliser tous ensemble, c'est-à-dire une action publique extraordinairement performante parce qu'elle est un élément de la compétitivité de la France. Et à ce titre, nous avons des devoirs, nous n'avons pas des droits, nous avons des devoirs d'être compétitifs. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'ordre dans notre gouvernance financière. Nous avons donc des comptes lisibles à établir. Des comptes lisibles, pour l'instant, ils ne le sont pas. J'attends avec impatience que Michel Cloepfer nous dise si lui peut nous démêler ce que moi je trouve indémêlable. Nous devons clarifier les responsabilités. Quand je dis responsabilité, je ne parle pas des compétences. Je ne reviens pas à une table ronde antérieure. La responsabilité d'avoir ordonné une dépense. La responsabilité d'avoir prescrit une dépense. J'étais ce matin, et Eric n'a pas pu nous rejoindre devant le Conseil des normes. Mais nous avons avalé 500 pages. Et nous avons encore avalé des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Tout simplement parce que les administrations centrales qui ont perdu ces compétences continuent de prescrire sur ces compétences. Et nous n'y pouvons rien. C'est un raz-de-marée qui arrive sur nous. Donc la clarification de la responsabilité financière, et moi j'appelle à ce qu'il y ait une information complémentaire dans nos comptes qui précise dans nos dépenses, celles qui relèvent de notre décision à nous et celles qui relèvent d'autres autorités. Je crois qu'il faudrait aussi... c'est dans le même sens, à instaurer le principe du prescripteur-payeur. Si nous ne maintenons pas ce principe de prescripteur-payeur, la nature humaine est ainsi faite, on n'est pas plus vertueux quand on est dans une administration d'État que dans une administration territoriale, on sera beaucoup plus généreux avec une décision que nous ne finançons pas nous-mêmes. En conséquence, la notion de prescripteur-payeur est tout à fait indispensable. S'agissant enfin des AIS, comme nous disons, c'est-à-dire des allocations, il faut en sortir, parce que non seulement ce n'est pas réaliste ce que nous faisons, c'est-à-dire que comme les départements ne peuvent plus les financer, on leur donne une année les frais de gestion des taxes foncières, l'année suivante on va essayer de leur donner autre chose. Dans la réalité, ça veut tout simplement dire que ces dépenses-là ne sont pas maîtrisées. En conséquence, il faut absolument les maîtriser. Et j'attire votre attention sur un chiffre qui est absolument identique. Le prélèvement que nous envisageons, enfin, que le gouvernement propose de faire sur les départements pour participer au rétablissement de nos comptes publics est identique à la dérivée des dépenses sociales. C'est-à-dire que si le gouvernement veut véritablement réduire les dépenses, il vaut mieux en effet que le reste à charge qui croît chaque année, il le prenne lui-même à sa charge, et alors il va pouvoir avoir une influence sur ces dépenses sociales. Or, pour l'instant, on continue le jeu de bonneteau, c'est-à-dire que ces dépenses ne sont pas maîtrisées, on envoie la facture au payeur qu'est le département, on lui donne un peu de recettes supplémentaires pour qu'il ne se retrouve pas en cessation de paiement. Je termine en disant que les moyens supplémentaires qui ont été alloués au département pour essayer de faire face aux dépenses supplémentaires de l'arrivée de la dynamique des dépenses sociales, n'empêchent pas l'accroissement du reste à charge. Or, lorsque nous y regardons de près, et là encore, j'ai fait appel très souvent à ses connaissances et à ses compétences à propos de Michel Cloepfer, selon les calculs que nous pouvons faire, il me semble que au mieux dans 3 ans pour ceux qui ont des ressources plus importantes aujourd'hui, au pire, dès cette année, eh bien, la capacité du Conseil général à faire face à ces dépenses obligatoires deviendra nulle et
Il me semble que dans ces cas-là, c'est le préfet qui devra exécuter le budget en fin d'année, au mois de décembre, notamment pour payer le RSA, puisque j'espère que ça ne vous aura pas échappé. Lorsque vous ne payez plus l'APA ou lorsque vous ne payez plus la PCH, vous mettez des familles en difficulté. Si vous ne payez pas le RSA, vous ne mettez en difficulté qu'une administration sociale qui pourra toujours se débrouiller avec l'État. Je vous remercie. Merci à Alain Lambert, et qui en plus me fournit la transition pour Michel Clopfer, en lui demandant de bien vouloir nous pardonner le petit problème technique qui va nous priver de ces projections, de ces graphiques, mais son talent oratoire y pourvoira. Donc, mon cher Michel Clopfer, alors est-ce que c'est démêlable ou est-ce que c'est indémêlable? Alors, d'abord, il va falloir, outre les capacités oratoires, pouvoir faire du langage de geste, parce que pour présenter des graphiques sans matériel vidéo, c'est mission impossible. Mais parfois, on voit des émissions matinales à la télévision avec ces langages de geste pour ceux qui ont une vision insuffisante. Alors, peut-être pour répondre à la question du président Lambert, je ne sais pas d'abord si on peut démêler dans la mesure où on compare très souvent les finances locales aux finances nationales, et on n'a toujours pas trouvé des outils pour pouvoir comparer des choses qui ressortent l'une et l'autre de la sphère publique et qui sont l'une et l'autre, comme chacun sait, sous le contrôle attentif de Bruxelles et sous celui des marchés financiers, au moins depuis la crise grecque d'avril 2010. L'État, vous le savez tous, ça fait 41 ans qu'il n'est pas en mesure d'équilibrer son budget. Et on ne raisonne pas de la même manière entre l'État et les collectivités locales. Bien entendu, pour que l'État n'équilibre pas son budget, il suffit qu'il n'ait pas suffisamment de recettes définitives pour, entendez, d'impôts, de tarifs, etc., pour pouvoir couvrir ses dépenses. Les collectivités, certes, votent des emprunts qui sont des dépenses presque comme les autres. Elles font rentrer des emprunts avant le 31 décembre. On pourrait, en regardant cela, se dire c'est plus rigoureux du côté de l'État, mais les choses se renversent lorsqu'on regarde les conditions de l'équilibre budgétaire. J'aime parfois présenter un petit graphique qui montre que dans la loi de finances, je prends celle de l'année dernière, celle qui avait été présentée fin septembre de l'année dernière, la section de fonctionnement d'État, parce qu'on peut calculer une section de fonctionnement d'État, était en déficit de 58 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'à hauteur de 58 milliards d'euros, l'État finance son personnel par l'emprunt. Première condition, qui évidemment amène une collectivité à être déférée, si jamais à son échelle, elle a cette structure de budget. Deuxième chose, l'État avait prévu, et il dira ce sera pire que ça, vous le savez, au moins depuis hier, l'État avait prévu de faire rentrer 174 milliards d'euros d'emprunts en 2014 pour financer les 58 milliards évidemment de déficit de fonctionnement, pour réaliser 17,4 milliards d'investissements, dont le FCTVA, c'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'il va lever comme emprunt, et pour le reste, de rembourser 105 milliards d'emprunts extérieurs. Il y a une phrase latine, on va traduire en français, qui permet d'expliciter ça, quod licet Iovi, non licet bovi. Ça rime en latin, donc c'est plus joli. Ce qui est permis à Jupiter n'est pas permis aux bœufs. Nous n'avons pas les mêmes règles. Alors, je suis toujours un petit peu surpris, et comme j'étais auditionné parmi d'autres au ministère, on nous dit, est-ce que les collectivités vont pouvoir sauver le soldat investissement? Je ne sais pas comment on peut sauver le soldat investissement quand on ne peut pas battre monnaie et faire de la relance keynésienne avec des règles qui sont des règles que l'État impose aux collectivités, mais qui se gardent bien de s'imposer à lui-même. Ça, je dirais, c'est le premier message. On pourrait peut-être imaginer, sur ce plan, une réforme des finances publiques au sens large pour arriver à ce que les outils soient communs. Venons-en à un deuxième point. 50 milliards d'euros doivent être trouvés pour redresser les finances publiques. Et les collectivités y prennent leur part, c'est tout à fait légitime. La dette de la sphère publique française intègre la dette locale, même si elle ne représente que 8% du total. Et comme les collectivités représentent très exactement 18% du budget de l'État, il est donc tout à fait normal qu'elles participent au redressement des finances publiques. Si ce n'est qu'elles participent à plus que 18%, puisque 11 milliards sur 50, ça fait 22%,
et que c'est, quand on regarde attentivement la répartition, c'est quand même plus facile pour l'État d'aller prendre 11 milliards sur les dotations. C'est un prélèvement net. Je rappelle que c'est depuis 2011 que la DGF n'est plus indexée sur l'inflation. Elle était déjà à zéro sur les 3 exercices précédents, 2011, 2012, 2013. Mais pour le reste, une bonne partie des 39 autres milliards sont de simples refus de pratiquer l'indexation des charges. Alors, on peut se poser une question, puisque évidemment c'est plus facile de ne pas faire d'indexation, même si l'inflation n'étant que de 0,5 ou de 0,7%, ça ne va pas rapporter grand-chose. Je pose une question, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion, dans un débat récemment, face à Madame Verdier-Molinier, que chacun connaît, et je vous en reparlerai tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de lui dire que si les collectivités ont des augmentations de dépenses importantes sur le personnel, c'est parce qu'elles sont tenues d'appliquer les règles de la loi portant statut de la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984. Je suis d'ailleurs surpris en tant qu'observateur, moi vous savez, j'ai pas de couleur politique, je vais également dans d'autres associations, mais je suis surpris concernant cette loi que lorsque l'on dit le point de la fonction publique n'a pas augmenté depuis 2010, ce qui est exact, et que lorsque les représentants de la fonction publique territoriale se manifestent le lendemain pour dire que c'est vraiment trop rigoureux et peut-être va-t-on leur mettre une clause de revoyure pour 2015, je suis surpris que personne ne parle du GVT qui impose, tant que, bien entendu, la pyramide des âges ne conduit pas à des départs massifs, mais aujourd'hui, les fonctionnaires ont parfaitement le droit, et les contractuels aussi, de continuer, de poursuivre quelques années de plus et de partir à 65 ans ou plus tard. Mais comment peut-on avoir une maîtrise de la masse salariale à partir du moment où on doit respecter les conditions du statut? L'État, là aussi, je ne parle pas des AIS, beaucoup en ont parlé au cours de cette séance, mais là aussi, sur le statut, la balle est dans le camp de l'État, et j'imagine qu'il faudrait peut-être se coordonner sur ce plan. Alors, on est ici pour parler des départements et pas uniquement de l'ensemble des collectivités locales. Et je voudrais prendre pour référence une séance de formation que j'avais fait en tandem avec un éminent membre de la direction du budget. Ça se passait il y a très exactement, il y a 6 ans, devant 250 cadres territoriaux. Donc le haut fonctionnaire de Bercy s'appelle Arnaud Fellep, il est extrêmement compétent, peut-être certains d'entre vous le connaissent, et il a présenté un graphique montrant l'évolution de la masse salariale de l'ensemble des collectivités locales depuis donc une dizaine d'années à l'époque, et on remontait juste avant la loi intercommunale de 1999, la loi Chevènement, celle du 12 juillet 1999. Il a montré les évolutions qui, d'ailleurs, témoignaient d'une augmentation sensible des dépenses de personnel départementales et régionales. D'ailleurs, les régions avaient augmenté, je crois que c'était en 2007, de 103% leur masse salariale, certes en partant de très bas, et en disant, finalement, ça n'est pas tant, il s'exprimait au nom de l'État, ça n'est pas tant vers les départements et les régions que l'on se tourne, c'est vers le bloc communal. Voilà des collectivités qui ont enregistré très peu de transferts de compétences depuis 10 ans. La loi Chevènement était une loi de simplification de la coopération intercommunale. Or, je constate que nous avons des augmentations de charges de personnel consolidées qui sont de 4% par an depuis cette loi. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, il ne s'agit pas d'aller uniquement tourner le bazooka vers ceux qui ne sont pas là, ici, présents pour se défendre, mais on peut se poser la question de dire pourquoi n'y a-t-il pas aussi sur ce plan une prise de conscience de ce que la France compte aujourd'hui 42% des communes de toute l'Union européenne qui compte 28 pays, que la France compte à elle seule plus de communes que les 4 grands pays de l'Union qui nous entourent, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, pour une population évidemment 4 fois supérieure, et que ça représente une population communale de 1700 habitants en moyenne, alors qu'on est à 40 000 en Grande-Bretagne, qu'on est à 40 000 aux Pays-Bas, qu'on est à 30 000 au Danemark, et que l'Allemagne doit être aujourd'hui à 8 000 communes. Donc ce sont évidemment des questions globales qui se posent.
et qui amène, par exemple, à constater que les départements ne représentent que 20% des charges de personnel, que les communes en représentent plus de 70%, et que se pose bien très clairement la question de savoir qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus efficace pour arriver à maîtriser la dépense publique. Alors, je voudrais en venir maintenant à parce qu'il va y avoir un débat, donc je ne voudrais pas prendre trop de temps sur cet exposé liminaire, les conséquences des fameux 11 milliards. Nous avons les comptes 2013 aujourd'hui, on les connaît. L'épargne brute de l'ensemble des collectivités locales, c'est aujourd'hui, pardonnez-moi aujourd'hui, au 31 décembre 2013, c'est-à-dire juste avant la première ponction, celle qui a été subie, celle des 1,5 milliard, 38 milliards d'euros. J'ajoute 11 plus 1,5, ça fait 12,5, ça fait exactement le tiers. Ça veut dire que les collectivités, globalement, vont perdre, rien que par cela, un tiers de leur épargne. Non. Un tiers de leur épargne, ça veut dire qu'a priori, ça va représenter un tiers de perte d'investissement. Mais ça, c'est le lot commun pour les collectivités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même cette situation, les finances des départements étaient celles qui se détérioraient le plus. Je ne parle pas, là aussi, des AIS, tout le monde le sait, mais je prends un autre facteur. Le fait que les budgets locaux doivent être suréquilibrés à cause des dotations aux amortissements, et que pour l'ensemble des autres collectivités, les dotations aux amortissements se limitent aux biens renouvelables, c'est-à-dire des véhicules, des ordinateurs, bon, quelques subventions aux associations pour les communes. Hein, je rappelle aussi que l'État, dans son budget, n'amortit rien. Hein. La durée de vie des véhicules de l'État et des ordinateurs de l'État est infinie, puisqu'il ne les amortit pas. Hein. Mais les collectivités départementales, elles, doivent amortir leurs subventions d'équipement. Il se trouve qu'il y a 7 ans maintenant, je suis allé à la DGCL et à la DGFiP, au nom d'un département, le Doubs pour ne pas le nommer, je pense qu'il n'est pas membre de votre association, mais ça peut s'appliquer à d'autres, le Doubs qui était le plus gros financeur en dehors de la région de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, et qui devait à l'époque amortir ses subventions d'équipement, ses fonds de concours, pardonnez-moi, à RFF, sur 15 ans. Je suis allé à cette réunion avec un gros bouquin bleu clair qui s'appelle le Lefebvre comptable. Vous savez que le social est rouge, mais le comptable est bleu clair. Et j'ai montré les durées sur lesquelles les entreprises, qui ne sont pas ni en M14 ni en M52, peuvent amortir. Et je leur ai rappelé qu'ils avaient passé une délégation de service public à la société Eiffage, qui amortit le viaduc de Millau sur 75 ans. Pourquoi? Alors on est passé de 15 à 30, Victoire Lapirus. Mais voilà un des éléments qui plombaient déjà les départements, c'est-à-dire que leur épargne brute est la plus faible en pourcentage de l'ensemble des collectivités, alors qu'il s'agit, la collectivité départementale est celle qui a le plus besoin proportionnellement d'épargne brute, compte tenu des dotations aux amortissements. Et j'en viens maintenant au tout dernier point que j'ai volontairement laissé de côté jusqu'à maintenant, c'est l'impact des AIS dans ce paysage. Un tiers de l'épargne brute va sauter pour l'ensemble des collectivités locales. Donc ça représenterait pour les départements, sur 7 milliards d'épargne brute en fin 2013, ça représente 2,3 milliards. Or nous avons des statistiques émanant de l'État, qu'elles ont communiquées l'année dernière lors de la fameuse discussion sur les AIS, qui montrent que du point de vue de l'État, l'augmentation du reste à charge des AIS va représenter à lui seul, sur les 4 prochaines années, un peu plus de 2 milliards. Donc nous sommes à une situation dans laquelle les 11 milliards vont coûter un tiers de l'épargne brute aux régions, aux communautés et aux communes, mais 2 tiers de l'épargne brute aux départements. Et donc c'est évidemment une situation extrêmement préoccupante, dont chacun sait qu'elle va nécessiter de faire des économies. Est-ce que ces économies peuvent être obtenues par des problématiques de réduction de nombre et d'augmentation de surface? Ça n'est pas si certain que cela. Dans le monde intercommunal, il y a, et vous le savez, hein, vous suivez aussi les intercommunalités de votre territoire, il y a une très forte concentration. Nous avions 4000 structures qui étaient encore concernées par les mécanismes de péréquation du bloc communal il y a 2 ans. Il n'y en a plus que 2000 cette année. On parle de communautés qui devraient faire 20 000 habitants. Et je voudrais prendre, pardonnez-moi de faire autant de vulgarisation, mais je voudrais prendre une image qui va à tous nous rappeler nos jeux d'adolescence. Vous savez, quand on avait le choix entre le Monopoly et le risque, le Monopoly, on se bat pour de l'argent,
Et le risque, c'est la conquête du monde. Et je constate d'ailleurs que les élus que je rencontre sont plus d'anciens adeptes du risque que du Monopoly. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut un territoire plus vaste, il faut des moyens. C'était des armées, bon, bien entendu, tout ceci est pacifique aujourd'hui, mais il faut des ressources. Qu'est-ce que l'on constate sur le terrain, en particulier, parce que ce sont des expériences en temps réel que l'on a vécues dans les 10 dernières années, la concentration des intercommunalités. Eh bien, dès que vous avez une structure qui est plus grande, les problèmes d'intégration de compétences sont beaucoup plus complexes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, puisque le président Lambert a rappelé qu'on crée des syndicats. Vous vous souvenez certainement que c'est la loi Pélissard du 29 février, il n'y a pas toujours des lois les 29 février, donc on se souvient de 2012, qui a conduit à ce que l'on puisse recréer des syndicats alors que la volonté des pouvoirs publics n'était pas de le faire, tout simplement parce qu'on aboutissait à des structures trop grandes et qu'on n'arrivait plus forcément à les gérer. Et je voudrais terminer peut-être par un dernier clin d'œil historique. C'est arrivé qu'il y ait des diminutions de nombre de départements. Ça n'a jamais été à l'occasion de victoire, puisque vous vous en souvenez, quelqu'un a parlé de Napoléon tout à l'heure. En 1811, il y avait 130 départements où Florence était chef-lieu de l'Arnaud et Hambourg était chef-lieu des Bouches de l'Elbe, hein, c'est joli. Et puis, quelques années plus tard, il y en a eu 50 de moins à l'occasion d'une défaite que personne ne souhaite revivre. Je vous remercie. Merci à Michel Klopfer. Je disais tout à l'heure à propos de l'intervention du président Luche que le département c'était pertinent et sympathique, mais puisque nous défendons le département, nous défendons aussi ses vertus qui sont les valeurs de nos provinces, parmi lesquelles figurent au premier rang, parmi d'autres, la courtoisie et la ponctualité. Et donc l'heure m'incite à lancer les conclusions, non sans avoir remercié l'ensemble des intervenants, l'ensemble de ceux qui nous ont aidés à réaliser ce colloque, nos amis de Public Sénat qui ont diffusé ce colloque en direct. D'ailleurs, l'ensemble du film de ces débats sera disponible ensuite sur le site de Laserdel. Donc, les conclusions de Jean-Pierre Raffarin sous forme d'un message que va nous lire Éric Deligé et du président Gérard Larcher, que nous remercions d'avoir assisté à l'ensemble de nos travaux. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence et de votre attention, mais restez bien sûr pour les conclusions. Oui, donc je ne vais pas faire des conclusions, je vais juste me contenter, si j'ose dire, de lire le message de Jean-Pierre Raffarin. Alors, pourquoi je suis monté à la tribune? Parce que le 16, donc dans quelques jours, le Premier ministre va lire à l'Assemblée nationale la motion, ou plus exactement, il va présenter son programme, il va demander la confiance, et donc il va faire lire au Sénat, à M. Fabius, probablement, son discours. Donc là, me prenant pour M. Fabius qui lit le discours du Premier ministre, M. Raffarin, je me permets de venir ici vous le lire. Ça donne un peu plus de solennité. Mais donc, notre ami Jean-Pierre Raffarin a souhaité qu'on lise un message et je trouve que c'est tout à fait normal et il s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Je rappelle aussi, parce que je ne commenterai pas à l'intérieur de son discours, bien sûr, donc avant son discours, et il le dit d'ailleurs dans son propos, qu'il a présidé une mission importante sur un rapport important qui a été repris au moins une dizaine de fois par le Premier ministre et par un certain nombre de ministres lors du débat que l'on a eu sur l'organisation territoriale, et systématiquement, pour donner plus de corps à leur démonstration, il disait c'est Monsieur le Premier ministre Raffarin qui a dit qu'il fallait réduire le nombre de régions. Le seul problème, c'est que dans ce rapport important de cette mission, il était bien inscrit qu'il y avait deux jambes dans la République pour la faire marcher au niveau des collectivités territoriales. C'était les régions qui avaient une vision avec des missions et les départements qui étaient la proximité et que l'individu, entre guillemets, ne pouvait pas marcher sans ces deux jambes, donc sans les départements et sans les régions. Et malheureusement, la lecture qui en a été faite au niveau de l'État n'a pas été une lecture très attentive. Alors, moi, je vais être très attentif dans la lecture je vais essayer de me mettre dans la peau du Premier ministre, donc c'est pas facile. Voilà, donc le message de Jean-Pierre Raffarin. Je remercie mon ami Éric Deligé de son invitation à votre important colloque sur l'avenir du département. Au moment où ce message vous est lu, je suis dans mon département,
En matière de décentralisation, je suis croyant et pratiquant. La confusion de la politique territoriale actuelle donne beaucoup de pertinence à votre réflexion. Je salue l'ensemble des intervenants et des participants. En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion d'exprimer mes convictions au cours de la récente mission commune du Sénat que j'ai présidée relative à la réforme territoriale. Le département est un pilier de notre architecture constitutionnelle, institutionnelle. Le lieu où le rural et l'urbain se parlent et s'équilibrent. Un espace dans lequel le citoyen a de vrais repères. C'est une collectivité qui porte des projets innovants, nés de la légitime ambition des territoires. Il assume la double cohésion sociale et territoriale. Au Sénat, la défense du département nous avait conduit à proposer la réduction du nombre des régions et à confier aux grandes régions des compétences d'infrastructures exclusives, routes, fer, universités, recherche. Ainsi, le département assumerait les compétences de la proximité. La proposition du gouvernement, qui consiste à la fois à faire grandir les régions et à supprimer les départements, apparaît vraiment absurde pour la grande majorité des acteurs de terrain. Les territoires se sentent méprisés, la proximité ignorée. Il est vrai qu'il est inacceptable que dans une république décentralisée, à quelques mois des élections locales, on ne connaisse ni les dates, ni les cantons, ni les régions, ni les scrutins. Où est la lisibilité de notre démocratie? Cette improvisation est coupable. Mon dernier mot sera pour le Sénat. Si on supprime le département, quelle sera la nouvelle circonscription d'élection des sénateurs? Appelons tous nos grands experts à la prudence. Le général de Gaulle a chuté sur ce sujet et pourtant, ses aptitudes au pouvoir pourraient faire rêver nombre de nos dirigeants actuels. Le nouveau Sénat ne laissera pas tomber les départements. Merci à tous. Vous pouvez applaudir Jean-Pierre Raffarin. Voilà, donc avant de laisser la parole à Gérard Larcher, que l'on a le plaisir d'accueillir, et comme l'a dit le préfet Monzani, donc qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Je remercie Gérard, bien sûr, et je vous remercie tous et toutes d'avoir été très attentifs au long de cet après-midi, qui, je le pense, comme je l'ai dit au début de cet après-midi, a été enrichissante pour les uns comme pour les autres. C'était très varié. Vous avez vu qu'on a été très éclectique et que cela a permis d'avoir des visions très intéressantes, très variées, avec des connaissances très spécifiques des territoires. Et les uns ou les autres ont certainement pu apprendre un certain nombre de choses et avoir des convictions probablement renforcées sur l'importance du territoire dans le rôle de notre République. Donc je vous en remercie. Et Gérard, si tu veux bien venir prendre ma place. J'ai jamais pu prendre la tienne, alors je vais au moins prendre la mienne. Monsieur le Président de la CERDEL, cher Éric Doligé, Monsieur le Préfet, mes chers collègues parlementaires, parmi lesquels le secrétaire général de l'Association des départements de France, mesdames et messieurs, présidents de conseils généraux, mes chers collègues élus départementaux, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Le titre du colloque de cet après-midi, et je le rappelle, le département avenir de la République, peut paraître détonnant dans le contexte actuel. Vouloir tracer des perspectives durables et d'avenir pour les collectivités locales et pour la République contraste en soi avec la pratique à laquelle le gouvernement et le président de la République nous ont habitués ces derniers mois. Le faire en prenant comme référence le département peut paraître encore plus audacieux. Et pourtant, cette réunion me paraissait nécessaire et salutaire. Merci donc à Éric Doligé d'avoir organisé cet après-midi d'échange constructif que j'ai suivi la plupart du temps. Et merci à tous nos collègues ici présents. Philippe Marini nous a rappelé en début d'après-midi que depuis la Révolution française, le département s'était progressivement affirmé comme la structure de base de l'action de l'État à l'échelon déconcentré. Et j'observe à cet égard que tout en prônant des régions plus vastes et la disparition des départements, le ministre de l'Intérieur, en juin, a souhaité un renforcement des prérogatives des préfets du département.
Le département est devenu, dans un mouvement amorcé, et ça a été rappelé, par la loi de 1871 sur les conseils généraux, jusqu'aux lois de décentralisation de 1982, puis en 2003-2004, et ceci vient d'être rappelé par le message de Jean-Pierre Raffarin, et peut-être on l'a peu insisté cet après-midi, un lieu intermédiaire d'expression de notre démocratie. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cette proximité, pas simplement dans la proximité sociale, mais dans la proximité démocratique. C'est un repère, un élément d'identification. Je reprends un élément d'un discours, je crois que c'était de Bruno Retailleau, qui disait « Eh bien, nous sommes, nous, élus au scrutin majoritaire à 2 tours, à portée d'engueulade », c'est-à-dire dans cette proximité nécessaire, et je crois que c'est une formule qui va bien. Et puis, il y a le principe constitutionnel que vous avez rappelé, Monsieur le Préfet, cet après-midi. La Constitution de la Ve République reconnaît cette place éminente du Conseil général dans son article 72. Et c'est d'ailleurs une épine dans le pied des textes qui nous attendent. Depuis plusieurs années maintenant, de grands esprits, ils n'ont pas toujours eu l'accent de Jean-Claude Luche, il est parti, mais il nous évoquait son accent pour évoquer sans doute que Roger Carucci et moi-même, nous parlons pointu, c'est-à-dire, même pour un Marseillais, nous sommes devenus franciliens. Depuis plusieurs années, donc, un certain nombre considèrent que les conseils généraux seraient un fardeau, qu'ils entraveraient la croissance et la marche en avant de notre pays. J'observe que, loin de là, d'ailleurs, parfois leurs prérogatives et souvent leurs charges ont été plutôt renforcées. Et cette fois-ci encore, disparu en avril, voilà le Conseil général réapparu fin août sous le qualificatif de département rural. Il est vrai pour constituer une majorité gouvernementale au moment d'un nouveau gouvernement. Que les déclarations initiales d'un gouvernement ne soient pas toutes suivies d'effets, je me tourne vers Alain Lambert, on a quelques expériences sur le sujet, ça n'est pas qu'une seule couleur politique qui le manifeste. Mais à tel niveau de confusion, j'avoue que nous n'y étions pas encore habitués de la part d'un gouvernement de la République, quelle que puisse être son orientation politique. Je vous rappelle, petit four à tulle, gloire au département, discours de politique générale en avril, plus de département, gouvernement Valls II fin août, le département rural. Quelle cohérence, en effet, y a-t-il à annoncer le rétablissement aussi de la clause générale de compétences pour le département. Je voudrais raviver les mémoires. Au Sénat, le 19 décembre dernier, on nous a demandé de rétablir la clause de compétence générale pour toutes les collectivités. Et on nous a expliqué que ça ne coûtait rien. Et voilà qu'en avril, on nous dit qu'on va supprimer ce qu'on a voté en 19 décembre. C'est d'ailleurs le même ministre, ce qui permet d'avoir un discours cohérent et en tous les cas d'aller jusqu'à sa conclusion. Oui, quelle cohérence y a-t-il à encenser le Conseil général un jour, à demander sa suppression ou sa dévitalisation, puisque c'était ainsi une formule dentaire, sans doute anticipation d'un roman, qui rappelait l'avenir d'un département, pour se raviser ensuite et se rendre compte, en raison de la fragilité de sa majorité, que le département pouvait être utile en zone rurale. Comment peut-on traiter avec autant d'approximation et peut-être de désinvolture les élections départementales? Je voudrais vous rappeler, la semaine dernière, prévues pour la fin 2015, les voilà revenues au printemps 2015, sans connaître les conclusions du Conseil d'État. Et voilà les réalités avec lesquelles nous avons à traiter aujourd'hui. Sans doute, c'était un coup de communication, toutes ces annonces en direction de Bruxelles, faute d'autres communications. Je ne sais pas si ça compense un 4x4, mais en tous les cas, ça ressemble à une traversée en 4x4 d'une route chaotique. Le président de la République, donc, je me pose la question si l'approche n'est pas plus idéologique, parce que le département, et j'y reviendrai, est un repère. Un repère au sens où, dans une société mondialisée, on s'identifie à un territoire. Que ce territoire définit des solidarités. Et la question de la cohésion sociale pour l'ancien ministre du Travail que je suis, nous voyons bien que cette solidarité, elle est quelque chose d'indispensable. Quand avec Benoît Huré, nous avons eu à traiter la question de la disparition d'entreprises, parfois abandonnant leurs salariés, qui a été présent pour la cohésion sociale et la cohésion territoriale? L'État,
et le département. Alain Lambert le sait aussi bien dans le département de l'Orne pour faire face à un certain nombre de difficultés. Et Bruno Sido, tout autant. Eh bien, cette perte de repères, elle est cette perte de proximité que le professeur Bulléon exposait cet après-midi. Quand on parlait de maillage, parce que nos concitoyens ont besoin de proximité, parce qu'ils sont pris entre la crainte de la mondialisation et le sentiment de l'abandon. Tristan Lecoq le disait aussi dans l'après-midi, ce maillage-là est tout à fait important. Au moment où une défiance sans précédent sous la Ve République s'exprime, au moment où cette défiance s'étend à l'ensemble de la classe politique, nous voyons bien que seuls les élus locaux conservent la confiance majoritaire de nos concitoyens. Nous devons nous poser fondamentalement en démocratie la question de la proximité, qui n'est pas simplement une affaire financière, qui est une affaire de cohésion de l'ensemble du pays. Car, pardonnez-moi de le dire, qui gérera l'aide sociale à l'enfance? Est-ce une intercommunalité de 22 000 habitants? Ça veut dire, dans le département de la Creuse, où je me rends en fin de semaine, il y aurait 5 intercommunalités en tout et pour tout. Seront-elles en capacité de gérer l'aide sociale à l'enfance? Ou serait-ce une région extrêmement lointaine, parce que la Creuse sera rattachée à l'Aquitaine, et quand on sera creusois, il faudra apprendre le basque en même temps, et dans une distance qui n'aura plus cette proximité sociale qui fait la cohésion du pays face à la crise. Voilà des réalités concrètes. Pardonnez-moi, je ne fais pas de grands discours, mais c'est ça le vécu du quotidien des élus. Car si nous nous sommes engagés les uns et les autres, c'est pour servir. Et cette réalité-là, c'est servir des hommes et des femmes dans un pays, je vous le rappelle, où le vieillissement est une réalité, où 11% de nos concitoyens sont au chômage. Je vous raconterai ce que me disait un maire dans la Somme il n'y a pas très longtemps, du côté de Doullens, dans une commune de 1000 habitants. Il me montre un hameau d'une vingtaine de maisons. Il me dit, dans ce hameau-là, plus personne ne travaille. Ils sont soit à l'UNEDIC, soit aux revenus de transfert. Et donc, face à cette réalité-là, il faut qu'on fasse très attention à ne pas renforcer le clivage entre une France intégrée et une France oubliée. Pour reprendre la formule d'un président de conseil général, allez, je le cite, c'est le Cantal. Est-ce qu'on imagine une France d'un no man's land entre des régions et quelques métropoles puissantes? C'est aussi là, me semble-t-il, le sujet. Bien sûr, l'émergence des métropoles et des intercommunalités a changé la donne. Bien sûr, cela doit compter lorsque l'on réfléchit à la pertinence de l'action des conseils généraux. Mais là, je reviens à ce que disait Philippe Marini, faut-il ne pas bouleverser un certain nombre de frontières? Parce que nous le voyons bien que la question se pose même dans le département du Rhône, où on pensait les affaires réglées. Du Beaujolais au Mont du Lyonnais, qu'en est-il par rapport à la métropole? Voilà quelques réalités qui sont là. Et je suis certain, pour avoir échangé avec le président du Conseil général de la Marne ce matin, que c'est aussi un sujet qui peut se poser dans des territoires dont certains, Bruno Sido, ont une densité extrêmement faible de population. Alors, nous allons avoir un débat. Et un débat, cet après-midi, vous avez abordé la question de la mutualisation, celle qui existe entre les conseils généraux du Loiret, d'Eure-et-Loire et du Loir-et-Cher. Mais aussi ce qu'Alain Lambert appelait la naissance d'un indispensable principe de liberté conventionnelle, qui peut être une voie dans laquelle nous nous engagions plus avant sans prendre de risques juridiques impossibles. Je crois que le sujet numéro 1, et c'est un débat que nous allons avoir dans les semaines qui viennent ici au Sénat. Tout d'abord, nous avons pris un texte qui nous a été apporté, qui n'est un texte géographique, dont l'épicentre de la France s'est déplacé de Paris, non pas vers le désert français, mais de Poitou-Charentes et le reste de la France. Et qu'à partir de cette cartographie, nous avons oublié le sujet central qui était le sujet des compétences. Car c'est bien du sujet des compétences dont nous allons avoir à parler. Et la performance de l'action publique, y compris la performance financière, nous savons bien que c'est le dossier des compétences et le dossier aussi que j'évoquais il y a un instant de la compétence générale. Sur les normes, je rappellerai le rapport d'Éric Deligé, je rappellerai le travail remarquable que conduit Alain Lambert avec constance, mais il ne peut faire que, comme moi, comme ministre du Travail, de constater que les pages s'empilent et qu'il n'y a pas grand-chose qui disparaît. Tous les premiers ministres promettent des moratoires, mais il y a oratoire
mais il n'y a pas moratoire. Et dans cette différence-là, il y a toute la complexité. Je crois, Alain, que vous chiffriez à pas loin de 2 milliards parfois les conséquences annuelles de telles décisions. Je voudrais simplement vous dire, pour avoir eu à gérer la prime pour l'emploi, que la fusion RSA prime pour l'emploi va coûter 3,2 milliards dans un gouvernement qui doit économiser 21 milliards. Je crains qu'il n'y ait des restes un jour qui n'arrivent vers d'autres structures. Alors le débat que nous allons avoir, je le dis devant mes collègues, c'est un débat essentiel dans lequel l'article 24 de la Constitution, le Sénat ne peut pas se voir dérober ce débat par je ne sais quel artifice au motif d'un calendrier. Je sens parfois se profiler pour la réforme territoriale, des procédures qui pourraient ressembler à des ordonnances ou à des formules accélérées. C'est pour moi, à l'issue de ce colloque, si on veut parler de l'avenir de la République, donc si on veut parler de la cohésion de la République, parce que la République une et indivisible, elle n'est une que parce qu'elle a sa cohérence. Elle n'est indivisible que parce que nous n'avons pas nos replis communautaires, parce que nous croyons ensemble à un certain nombre de valeurs. Eh bien, je ne crois pas, moi qui n'ai jamais été élu départemental, moi qui ai été élu au conseil régional, moi qui ai été maire, eh bien, je crois fondamentalement qu'avant d'envisager de supprimer une structure qui, depuis 2 siècles, contribue à la République, il faut avoir le courage de penser aux évolutions ensemble, mais d'en faire un sujet de dialogue national parce qu'il joue essentiellement sur la cohésion de la République. Je vous remercie. Voilà pour cette table ronde consacrée à la défense du département, organisée à l'initiative de l'UMP Éric Doligé, sénateur et président de Conseil général. Lors de cet après-midi, eh bien, vous avez notamment pu entendre l'ancien ministre Charles Pasqua, le député Henri Guénaud, l'écrivain Denis Tillinac ou encore l'historien Nicolas Bavray, mais aussi les 3 candidats au plateau à l'UMP ici au Sénat, Gérard Larcher, Jean-Pierre Raffarin ou encore Philippe Marigny. Vous l'avez compris, défendre le département face à l'inquiétude des élus locaux et la réforme territoriale, c'est extrêmement important pour l'opposition à l'approche des élections du 28 septembre prochain. Vous pouvez toujours voir et revoir tous les colloques sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.